Bienvenue à la société de l'état d'esprit de croissance, où la curiosité mène au savoir et le savoir à la croissance. Aujourd'hui, nous nous embarquons dans un autre voyage éclairant à travers le monde complexe des contrats de construction. Avez-vous déjà réfléchi aux détails complexes qui forment l'épine dorsale des projets de construction? Les règles, les accords, les contrôles et équilibres qui maintiennent ces entreprises massives sur les rails? Eh bien, ne vous demandez plus. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous plongeons profondément dans le livre jaune de la FIDIC, un document clé de l'industrie de la construction. Nous démêlons ses clauses, comprenons ses termes et éclairons ses processus. Que vous soyez un professionnel expérimenté ou un nouveau venu curieux dans le domaine de la construction, cet épisode est conçu pour éclairer, informer et inspirer. Nous décomposons des clauses complexes en aperçus digestes, transformant le cryptique en clair. Alors, prenez un siège, restez à l'écoute, et embarquons ensemble dans ce voyage de découverte. Des nuances des obligations contractuelles à la dynamique de la gestion de projet, nous avons tout couvert. Préparez-vous à dévoiler les couches du livre jaune de la FIDIC avec nous. Votre voyage au cœur des contrats de construction commence ici et maintenant. Commençons. Argent de rétention dans les contrats de construction, une étude approfondie sur son objectif, sa comptabilité et sa durée. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration de l'argent de rétention dans les contrats de construction, un aspect financier crucial régi par les termes de la FIDIC. Comprendre les nuances de l'argent de rétention est essentiel pour les entrepreneurs et les employeurs dans la gestion des risques et l'assurance de la qualité dans les projets de construction. Explication de l'argent de rétention, un mécanisme financier clé. Objectif de l'argent de rétention dans les contrats de construction. Outil de gestion des risques, l'argent de rétention sert de mesure de sécurité contre les défauts ou les défaillances pendant la période de responsabilité des défauts. Il incite les entrepreneurs à maintenir des normes de qualité élevées et à achever les travaux de manière satisfaisante. Équilibrage du pouvoir et de l'information, dans les projets de construction, la dynamique entre l'employeur et l'entrepreneur peut être complexe. L'argent de rétention aborde cette question en donnant aux employeurs un mécanisme pour faire respecter les normes de qualité même après que la majeure partie du paiement soit effectuée. Argent de rétention en comptabilité des coûts. Passifs et actifs éventuels, d'un point de vue comptable, l'argent de rétention est un passif éventuel pour l'entrepreneur et un actif éventuel pour l'employeur. Cela reflète l'incertitude quant à l'achèvement et à la performance des travaux. Implications sur les états financiers, pour les entrepreneurs, l'argent de rétention est une créance différée. Pour les employeurs, c'est une sauvegarde financière contre des dépenses futures potentielles pour les réparations ou l'achèvement. Ce traitement comptable est crucial pour un rapport financier précis. Durée de détention de l'argent de rétention. Période définie contractuellement, la période de détention de l'argent de rétention varie et est déterminée par le contrat. Dans le livre jaune de la FIDIC, édition 1999, la chronologie est liée à des étapes spécifiques comme la délivrance du certificat de prise en charge et les périodes de notification des défauts. Reflet des spécificités du projet, la durée dépend de la nature du projet et des risques impliqués. C'est une décision stratégique, adaptée à chaque projet, pour s'assurer que tout défaut potentiel ait le temps d'apparaître et soit traité. L'importance stratégique de l'argent de rétention dans les projets de construction. L'argent de rétention n'est pas seulement un détail financier, mais un outil stratégique dans les contrats de construction. Il assure un équilibre de pouvoir et de responsabilité, favorisant un engagement envers la qualité et les normes d'achèvement. En comprenant son rôle, les entrepreneurs et les employeurs peuvent naviguer plus efficacement dans les contrats de construction, assurant ainsi le succès des projets. Alors que nous approfondissons le monde des contrats de construction et des clauses de la FIDIC, il devient évident comment chaque élément joue un rôle crucial dans l'exécution et l'achèvement réussi des projets de construction. Restez à l'écoute alors que nous explorons d'autres aspects et clauses dans notre série en cours. Intégration de l'aperçu fourni dans le scénario sur les clauses financières de la FIDIC. Intégrons l'aperçu fourni dans notre récit sur les clauses financières du livre jaune de la FIDIC, améliorant notre compréhension du flux de processus dans les contrats de construction. Flux de processus détaillé des clauses financières. Demande de certificat de paiement intermédiaire, clause 14.3. Responsabilité de l'entrepreneur. L'entrepreneur est chargé de soumettre des déclarations détaillées à des intervalles réguliers, généralement mensuels, reflétant le travail exécuté. Composants de la déclaration, ces déclarations englobent la valeur du travail effectué, les ajustements dus aux changements législatifs et de coûts, ainsi que la déduction pour rétention. Assurer une compensation périodique, ce processus est essentiel pour garantir que l'entrepreneur reçoive une compensation opportune pour son travail, maintenant un flux de trésorerie sain. Taux d'amortissement du remboursement de l'avance,
Clause 14.2 B. Remboursement de l'avance. L'avance, principalement pour la mobilisation et la conception, doit être remboursée à un taux de 25% de chaque IPC. Cela signifie qu'un quart de chaque IPC va vers le remboursement de l'avance initiale. Planification financière équilibrée. Une telle structure de remboursement permet à l'entrepreneur de gérer efficacement ses finances, équilibrant l'avance reçue contre le travail en cours. Pourcentage de rétention, clause 14.3 C. Taux de déduction de rétention. Un standard de 10% de chaque IPC est mis de côté comme argent de rétention, s'accumulant au fil du temps. But de l'argent de rétention. Cette rétention agit comme une mesure de sécurité, garantissant que l'entrepreneur traite tout défaut ou achève le travail de manière satisfaisante. Limite de l'argent de rétention, clause 14.3 C. Plafond de rétention. Le montant total de l'argent de rétention est limité à 3% du montant du contrat accepté, sans inclure les sommes provisoires. Fin des déductions de rétention. Une fois ce plafond atteint, les IPC subséquents sont exempts de déduction de rétention, marquant une étape financière significative dans l'exécution du contrat. Comprendre les rythmes financiers des contrats de construction. Le flux de processus fournit encapsulé magnifiquement le rythme financier d'un contrat de construction sous les termes de la FIDIC. Il démontre comment les paiements sont structurés, sauvegardant à la fois le besoin de l'entrepreneur pour un flux de trésorerie régulier et le besoin de l'employeur pour une assurance qualité. Ce délicat équilibre est au cœur d'une exécution réussie du contrat. Alors que nous continuons à explorer les clauses de la FIDIC, il devient de plus en plus clair comment chaque clause s'entrelace de manière complexe dans la plus large tapisserie de la gestion de contrat. Restez à l'écoute alors que nous démêlons davantage ces complexités dans nos prochains segments. Imaginez un projet de construction, grandiose en échelle et en ambition. La valeur du contrat est un solide $1 million. Dans ce monde de paiements structurés et de déductions calculées, chaque IPC représente un chapitre dans l'histoire financière du projet. Examinons un tableau d'exemple qui concerne autant les chiffres que la stratégie et la prévoyance dans la gestion de projet. IPC numéro 1. Le rideau se lève avec un montant IPC de $100 000. Ici, la danse des déductions commence. Une substantielle somme de 25%, soit $25 000, est méthodiquement tranchée pour rembourser l'avance, une bouée de sauvetage financière étendue à l'entrepreneur pour la mobilisation initiale. Simultanément, 10%, soit $10 000, sont retenus comme mesure d'assurance qualité. L'entrepreneur reçoit $65 000, mais l'histoire ne concerne pas seulement cette transaction. C'est un compte de confiance et de responsabilité, où chaque dollar retenu renforce l'engagement envers l'excellence. À mesure que nous progressons vers les IPC numéro 2 et 3, le rythme des déductions continue inchangé. La rétention s'accumule, atteignant un crescendo à $30 000, le plafond de 3%. Voici où cela devient intriguant. Ce plafond n'est pas qu'un chiffre, c'est un pivot stratégique équilibrant la motivation de l'entrepreneur contre le risque de l'employeur. C'est un témoignage de la prévoyance intégrée dans les contrats de la FIDIC. À l'IPC numéro 4, un changement pivot se produit. L'avance est entièrement remboursée. Le solde atteint 0. Mais remarquez la rétention, elle reste au plateau de $30 000, un gardien silencieux de la qualité, longtemps après que le soutien financier initial soit réglé. Ce moment marque une transition du soutien financier à l'assurance soutenue. Enfin, IPC numéro 5. Un reflet de l'accomplissement et de la confiance gagnée. Plus de déduction pour l'avance. Le montant net s'élève à $90 000. Cette étape dans le voyage n'est pas seulement à propos du paiement, c'est une célébration du progrès, un témoignage de l'engagement de l'entrepreneur et la valeur durable d'une planification financière structurée. En concluant cette section, rappelez-vous, chaque ligne dans ce tableau est plus que des chiffres. C'est un récit de gestion financière stratégique, d'atténuation des risques et de la poursuite de l'excellence dans la tâche monumentale de la construction. C'est un rappel que, dans le monde des contrats de la FIDIC, chaque clause, chaque pourcentage, chaque déduction, tisse le tissu du succès d'un projet. Interconnexion des clauses dans le livre jaune de la FIDIC 1999. Le rôle synergique de la clause 14.9. Notre attention se porte maintenant sur les interactions dynamiques de la clause 14.9 avec d'autres clauses dans le livre jaune de la FIDIC 1999. Ces interconnexions soulignent la complexité et la nature intégrée des contrats de construction.
Interaction avec la clause 11, responsabilité des défauts. Connexion directe. La référence de la clause 14.9 à la clause 11 souligne la dépendance de la libération de l'argent de rétention à l'achèvement des travaux sous la clause de responsabilité des défauts. Implication pour les entrepreneurs. L'engagement de l'entrepreneur à rectifier les défauts est crucial pour accéder à l'argent de rétention, alignant les incitations financières avec les obligations contractuelles. Formulation variée. La libération de l'argent de rétention est conditionnée à ce que l'entrepreneur remplisse ses responsabilités sous la clause de responsabilité des défauts. Interaction avec la clause 12, test après achèvement. Mécanisme de libération conditionnelle. La libération de l'argent de rétention est également conditionnelle à la réussite des tests après achèvement, comme requis sous la clause 12. Effet sur le flux de paiement. La réussite des tests après achèvement devient une condition préalable pour que l'entrepreneur accède à la totalité du montant de rétention. Formulation variée. Remplir les exigences des tests après achèvement est une clé pour débloquer les fonds de rétention complets. Interaction avec la clause 10, prise de possession par l'employeur. Initiation du processus de paiement. La délivrance d'un certificat de prise de possession, conformément à la clause 10, déclenche le processus de libération de la première moitié de l'argent de rétention. Signification pour les entrepreneurs. Cette reconnaissance formelle par l'employeur de l'achèvement des travaux déclenche le droit de l'entrepreneur à une partie de l'argent de rétention. Formulation variée. La réception du certificat de prise de possession marque le droit de l'entrepreneur à la première tranche des fonds de rétention. Interaction générale avec les clauses de paiement, par ex, clause 14.3, 14.6. Partie d'un système de paiement intégré, la clause 14.9 fonctionne dans la structure de paiement plus large décrite dans le contrat, influençant le flux financier global. Élément financier complémentaire, elle fonctionne de concert avec les paiements intérimaires et finaux, assurant que le mécanisme de paiement soit complet et cohérent. Formulation variée, le déboursement de l'argent de rétention est entrelacé avec les processus de paiement intérimaire et final, créant un cadre financier unifié. Interaction avec l'annexe de l'offre. Point de référence contractuel, l'annexe de l'offre, contenant des données contractuelles spécifiques, est clé pour déterminer la libération de l'argent de rétention, surtout pour les projets segmentés. Dépendance aux détails du contrat, les nuances de la libération de l'argent de rétention sont souvent liées aux spécificités mentionnées dans l'annexe de l'offre. Formulation variée, les nuances contractuelles dans l'annexe de l'offre guident le processus de libération pour l'argent de rétention dans les contrats segmentés. Réflexion de conclusion sur les interactions de clauses. L'interaction complexe de la clause 14.9 avec d'autres clauses dans le livre jaune de la FIDIC démontre l'interconnexion des termes contractuels dans les projets de construction. Chaque clause est un rouage dans la plus grande machinerie, fonctionnant en harmonie pour équilibrer les droits et responsabilités de toutes les parties impliquées. Ces interactions garantissent que les aspects financiers du contrat ne sont pas vus isolément, mais comme partie d'un système complet qui soutient le succès du projet. Maîtrise de la clause 14.9 dans le livre jaune de la FIDIC 1999, guide stratégique pour le paiement de l'argent de rétention. Dans cette section, nous nous concentrons sur les points clés pour utiliser efficacement la clause 14.9, paiement de l'argent de rétention, dans le livre jaune de la FIDIC 1999. Comprendre ces points est vital pour que les entrepreneurs et les employeurs naviguent dans les complexités des contrats de construction. Comprendre le processus de libération en 2 étapes. Approche de libération phasée. Reconnaître que l'argent de rétention est libéré en 2 phases, la première moitié lors de la délivrance du certificat de prise de possession, et le reste après l'expiration des périodes de notification des défauts. Planification stratégique, cette libération structurée nécessite une planification soigneuse et une compréhension du calendrier du projet. Conformité avec la responsabilité des défauts et les exigences de test. Respect des obligations, assurer que toutes les responsabilités sous les clauses 11 et 12 sont remplies, car elles sont cruciales pour la libération de l'argent de rétention. Assurance qualité, cette conformité souligne l'importance de maintenir la qualité et de compléter tous les tests nécessaires. Conscience des conditions de retenue des fonds. Autorité de l'ingénieur, être conscient que l'ingénieur peut retenir la certification des coûts pour les travaux en attente sous les clauses 11 ou 12, impactant la libération des fonds. Préparation au délai, anticiper les retards potentiels dans la libération des fonds dus à des travaux non complétés et planifier en conséquence. Importance du certificat de prise de possession. Déclencheur de la libération de paiement, comprendre le rôle critique du certificat de prise de possession dans l'initiation de la libération de la première tranche de l'argent de rétention. Documentation et conformité, assurer que toutes les exigences pour obtenir ce certificat sont remplies rapidement. Spécificité contractuelle dans l'annexe de l'offre.
Détail contractuel clé, porteur une attention particulière à l'annexe de l'offre pour les spécificités concernant la libération de l'argent de rétention, en particulier concernant le pourcentage de valeur des sections. Approche personnalisée, reconnaître que chaque contrat peut avoir des spécifications uniques qui affectent la libération de l'argent de rétention. Soumission en temps voulu des documents requis. Éviter les retards, s'assurer que tous les documents nécessaires sont soumis en temps voulu pour éviter les retards dans la libération de l'argent de rétention. Efficacité organisationnelle, maintenir une bonne tenue de dossier et une communication pour faciliter ce processus. Anticipation du flux de trésorerie. Planification financière, planifier la gestion du flux de trésorerie en tenant compte de la libération par étape de l'argent de rétention et de son impact sur la santé financière globale. Budgétisation du projet, intégrer ces calendriers financiers dans la stratégie de budgétisation et financière plus large du projet. Conscience de la résolution des conflits. Préparation aux contingences, être prêt à aborder les litiges liés à l'état des travaux au moment de la prise de possession. Compréhension des mécanismes de résolution, se familiariser avec les clauses et procédures de résolution des conflits dans le contrat. Intégration contractuelle. Vue holistique, reconnaître la clause 14.9 comme un composant du cadre contractuel plus large, influençant la gestion globale du projet et les processus de paiement. Approche synergique, comprendre comment cette clause interagit avec d'autres clauses pour assurer une exécution harmonieuse du contrat. Perspective de gestion des risques. Équilibrage des intérêts, voir l'argent de rétention comme un outil de gestion des risques, équilibrant le besoin de l'entrepreneur pour un paiement en temps opportun contre l'assurance de qualité de l'employeur. Navigation dans la clause 14.9 pour une exécution réussie du projet. En maîtrisant ces points clés de la clause 14.9, les parties impliquées dans un projet régi par la FIDIC peuvent gérer efficacement les aspects financiers, assurer la conformité et maintenir des normes de qualité. Cette compréhension est cruciale pour l'exécution et l'achèvement réussi des projets de construction. Imaginez ceci, un organigramme, vibrant de couleurs, chaque bloc étant une étape dans une danse financière critique. Plongeons dans ce labyrinthe, voulez-vous ? Notre voyage commence avec la complétion des travaux, marquée en rose confiant. Ce n'est pas juste une étape, c'est l'acte d'ouverture de notre drame de l'argent de rétention. Puis vient le bloc vert, la délivrance du certificat de prise de possession. C'est là que l'employeur, d'un coup de stylo, reconnaît l'achèvement des travaux. Ce n'est pas qu'une formalité, c'est une déclaration de satisfaction. Dans le bloc jaune, nous voyons la première moitié de l'argent de rétention libéré. C'est un moment significatif, symbolisant une fermeture financière partielle. Mais attendez, il y a plus. Entrez dans le bloc bleu, la période de responsabilité des défauts. C'est un temps de vigilance, où tout défaut caché doit être mis en lumière et rectifié. Le vert revient pour marquer la complétion de la période de responsabilité des défauts. C'est un moment de soulagement si aucun défaut n'est trouvé, ou un signe de satisfaction lorsque tout est réglé. Puis, le second bloc jaune brille, la libération du reste de l'argent de rétention. Ce n'est pas juste une transaction, c'est un témoignage de la diligence et de la qualité de l'entrepreneur. Et finalement, nous atteignons une autre étape rose, paiement complet à l'entrepreneur. C'est la fin d'un voyage financier mais le début de nouvelles possibilités. Mais que se passe-t-il si notre voyage prend un détour ? Le chemin bleu des défauts identifiés mène à la rétention de l'argent de rétention. C'est une pause, un temps de correction, et puis, défaut rectifié, nous ramenant sur la bonne voie. Parallèlement à cela, dans une teinte rose, se trouvent les paiements intermédiaires, une bouée de sauvetage financière qui maintient le cœur du projet en vie. Notre destination finale ? La fin des obligations financières contractuelles, en jaune. C'est le rideau de fermeture de notre pièce financière, laissant derrière des leçons, des expériences et une structure construite non seulement avec des briques mais avec une planification et une exécution financière méticuleuse. Ceci, chers spectateurs, est l'art et la science de l'argent de rétention dans le livre jaune de la FIDIC. Un processus aussi coloré que notre organigramme, aussi complexe que la plus fine tapisserie. Poursuivons notre exploration dans le monde fascinant des contrats de construction sous les directives de la FIDIC. Aujourd'hui, nous déplions le diagramme séquentiel, un guide étape par étape pour comprendre le processus de paiement. Chaque étape est un rouage critique dans la roue de l'exécution contractuelle. Notre voyage commence avec l'entrepreneur, préparant et soumettant minutieusement la déclaration à la complétion à l'ingénieur. Ce n'est pas juste de la paperasse, c'est un récit détaillé du travail accompli et de toute réclamation supplémentaire de l'entrepreneur. L'ingénieur, dans son rôle de gardien vigilant, peut rechercher plus de clarté. Il plonge dans les détails, demandant des informations supplémentaires s'il y a des ambiguïtés ou des domaines nécessitant une vérification. C'est une danse de précision et d'exactitude. Répondant à l'appel,
l'entrepreneur fournit les détails supplémentaires ou les clarifications requis. Ce n'est pas juste une réponse, c'est une affirmation de leur engagement envers la transparence et le sérieux. Avec toutes les pièces du puzzle en place, l'ingénieur émet alors un certificat de paiement intermédiaire à l'employeur. Ce document crucial spécifie le montant payable à l'entrepreneur, un moment pivot dans la chronologie financière du projet. Agissant sur cette certification, l'employeur traite le paiement. C'est un signe de progrès, une reconnaissance financière du travail accompli. En parallèle, l'entrepreneur continue d'attacher les fins lâches, complétant tout travail restant mandaté sous la clause 11 et la clause 12. Il s'agit de croiser chaque T et de pointer chaque I, s'assurant que chaque aspect du contrat est rempli. La culmination de ce processus méticuleux conduit à la libération par l'employeur de l'argent de rétention restant. C'est une étape financière significative, marquant la satisfaction de toutes les obligations contractuelles et la qualité du travail livré. Alors que nous atteignons la fin de notre voyage perspicace d'aujourd'hui à travers le diagramme séquentiel des contrats FIDIC, nous faisons une pause pour réfléchir. Le monde des contrats de construction est complexe et nuancé, et nous sommes ici pour dénouer ces complexités pour vous, étape par étape. Mais, chers spectateurs, notre voyage ne s'arrête pas ici. C'est votre curiosité, vos questions et votre engagement qui alimentent notre exploration de ces sujets fascinants. Votre soutien nous permet de plonger plus profondément, d'apporter plus de contenu éducatif comme celui-ci à la lumière. Alors, si vous avez trouvé l'épisode d'aujourd'hui enrichissant, et si vous êtes aussi passionné que nous de découvrir les couches des contrats de construction, pourquoi ne pas rejoindre notre communauté ? Abonnez-vous et donnez-nous un like. C'est plus qu'un simple clic. C'est votre façon de dire que vous appréciez ce voyage d'apprentissage. Chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire que vous laissez non seulement soutient notre chaîne mais favorise également une communauté d'apprentissage et de croissance. Alors, n'hésitez pas. Appuyez sur ce bouton d'abonnement, laissez-nous un like, et continuons à démêler ensemble les mystères des contrats FIDIC. Votre engagement est la clé de plus d'aventures éducatives comme celle-ci. Merci d'être une partie intégrante de notre voyage à la Société de l'état d'esprit de croissance. Restez curieux, continuez à apprendre, et jusqu'à la prochaine fois, continuez à construire votre compréhension, brique par brique.